Quelle est la conception que Ramsay va vouloir forger de la franc-maçonnerie? En tout cas, quelle est sa manière d'interpréter la franc-maçonnerie? Alors, on a dit tout à l'heure que la vie de Ramsay est semée de mystères. Sa naissance, quelque part à la fin du XVIIe siècle, est un mystère, mais il y a un moment où il émerge. Moi, je place la naissance intellectuelle de Ramsay en 1710. Son entrée dans la franc-maçonnerie est un mystère, mais il y a un moment où ça émerge. C'est au plus tard en 1730. Prenons 1730 comme date de départ. Mais on replonge immédiatement dans le mystère, parce que qu'est-ce que Ramsay a fait en franc-maçonnerie entre 1730 et 1736? On n'en sait à peu près rien. Et en 1736, on le retrouve dans le milieu maçonnique parisien en très bonne posture, puisqu'il va avoir le titre d'orateur de la Grande Loge. Alors, qu'est-ce que c'est que le milieu maçonnique parisien à ce moment-là? C'est un milieu encore très largement dominé par des Britanniques, et notamment par des Jacobites, mais tout simplement parce que quelle raison sérieuse peut-on avoir de venir à Paris et y vivre quand on est britannique dans les années 1730? Certainement pas parce qu'on aime Paris, mais parce qu'on n'a plus le droit de vivre en Angleterre. Donc, si dans la première maçonnerie française, on trouve beaucoup de Jacobites, c'est parce qu'il y a un biais de recrutement, si je puis dire. C'est que parmi ces Jacobites, il y avait des francs-maçons, et ils ont fait de la franc-maçonnerie là où ils étaient. Et du reste, on sait très bien que leur leader à l'époque, le comte de Derwentwater, dit de préférence, n'admettons pas les Français, nous ne sommes pas là pour répandre la franc-maçonnerie en France, c'est absolument pas leur but, leur ambition. Eux, ils veulent simplement reconquérir le trône pour leurs prétendants. Et comme ils sont sûrs qu'ils vont gagner, ils se disent on est là pour quelques années, et dans quelques années, on retournera là où nous devons vivre, c'est-à-dire en Angleterre, où nous ferons toutes sortes de choses, y compris de la maçonnerie. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrivera à Derwentwater pour le pire, puisqu'il mourra sur l'échafaud en 1746 à Londres, martyr de la cause catholique et royale. Mais la franc-maçonnerie à Paris, c'est une franc-maçonnerie où il y a des Britanniques, beaucoup de Jacobites pour les raisons qu'on vient d'indiquer, mais aussi des Hanovriens. Et d'ailleurs, on viendra installer en 1734, en 1735, il y aura des cérémonies à Paris, au cours desquelles d'ailleurs Jean-Théophile des Aguiliers viendra, des tenues prestigieuses où l'on verra apparaître Montesquieu et bien sûr le duc de Richmond et quantité d'autres, des ministres, des gens bien placés dans la cour de Louis XV, et où on installe une maçonnerie où l'on trouve des Jacobites, qui n'ont pas du tout envie de rester là, des Hanovriens, dont certains d'ailleurs, comme Richmond, ont à la fois un pied en Angleterre et un pied en France, et puis des Français. Et ce qui est vrai, c'est que quand on regarde cette micro-société dans laquelle Ramsay va prendre pied et dont il va devenir très rapidement une étoile montante, puisqu'en 1736 on le qualifie d'orateur de la Grande Loge, c'est un milieu qui, sur le plan religieux, pour ne pas parler de la dimension politique, sur le plan religieux, avait toutes les raisons d'être traité avec suspicion par le pouvoir. Principalement parce qu'on sait que ça vient d'Angleterre, donc a priori ce ne sont pas des catholiques, même s'il y a des catholiques et même s'il y a des jacobites, mais ce n'est pas ce que le pouvoir regarde. Il voit que ça vient d'Angleterre, et que l'Angleterre c'est quand même le pays de la rupture avec Rome. Et puis surtout on entend dire, et d'ailleurs c'est ce que le pape Clément XII reproduira dans sa fameuse bulle d'excommunication en 1938, que c'est une société dans laquelle on admet des gens de toutes les confessions. Ce qui est très exactement dans la droite ligne des constitutions de 1723. Et donc ce milieu est un milieu qui est finalement assez proche dans l'esprit religieux du milieu maçonnique londonien. Il est mélangé comme lui. Certes, on y trouve en France des jacobites et des hanovriens, parce que c'est le seul endroit où on peut trouver des jacobites et des hanovriens, puisqu'on est en terrain neutre, en quelque sorte. Mais il faut préciser que ces jacobites et ces hanovriens font la même maçonnerie, utilisent les mêmes rituels, et
si certains ont pu prétendre à l'existence d'une maçonnerie jacobite substantiellement différente de la maçonnerie hanovrienne, c'est une pure illusion qui ne repose sur aucun document. Il y avait des loges où les jacobites prédominaient, certes, ils se réunissaient entre eux. Il y avait des loges où les hanovriens prédominaient, il y avait des loges surtout où il y avait de plus en plus de Français, mais ces loges, la documentation qui est à notre disposition aujourd'hui montre qu'elles pratiquaient les mêmes rituels maçonniques et qu'il y avait aussi peu de différence entre deux loges parisiennes qu'il y en avait entre deux loges londoniennes. Il y avait sûrement des différences, mais pas davantage. Donc, je pense que pendant ces années 1730 à 1736, où on ne sait pas très bien ce que fait et avec qui discute Ramsay, il se trouve dans un milieu qui est un milieu de tolérance interreligieuse, interconfessionnelle, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel en France à cette époque, puisqu'après tout, on est en régime de révocation. La révocation est de 1685, et dans les années 1730, elle continue à être imposée avec un peu de vigueur. Ça se calmera dans les 20 ans qui suivront, mais à cette époque-là, c'est encore quelque chose de significatif. Donc, il arrive dans ce milieu maçonnique, et là encore, on n'a pas d'explication détaillée, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on voit le résultat. Encore une fois, la vie de Ramsès, c'est des périodes d'ombre, et puis on émerge de temps en temps, et on voit ce qu'il est devenu.